Bonjour à tous, c'est Damien. Allez, la gamme déjà complète des objectifs Fuji vient d'accueillir un petit nouveau, le XF80 f2.8 RLM-OIS WR macro. Ouais, ça fait un nom assez long. Alors, je l'utilise depuis presque maintenant 2 semaines et c'est l'heure du verdict, c'est l'heure du test. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que je ne prétends pas être un professionnel. J'ai aucun outil comme pourraient en disposer les professionnels qui font ça et je fais donc au feeling, je fais du mieux que je peux et ça vaut ce que ça vaut. C'est en tout cas que mon avis personnel et tout ça n'engage que moi. Cela étant dit, faisons le test quand même. Faisons maintenant connaissance avec le XF80. Alors, le XF80, comme vous le voyez, c'est un gros bestiau. Il est vraiment très gros. Il est très long, très large et assez lourd. Alors, comme vous le voyez, il a cette partie ici qui est un peu inhabituelle, ici, qui est assez lisse, assez jolie, mine de rien. Bon, le tour, c'est comme d'habitude chez Fuji, hein, ça respire la solidité, ça respire la qualité, c'est tout en métal. Il n'y a vraiment aucun défaut de construction, c'est tout nickel. Si vous avez l'habitude d'un objectif Fuji, vous ne serez pas du tout dépaysé. On est vraiment dans les standards de chez Fuji, donc c'est du très bon. Si on doit décrire cet objectif, donc on a des boutons ici qui vous permettent, d'ici de désactiver ou d'activer le stabilisateur. On a pour l'autofocus 3 modes. Un mode full qui vous donne aussi bien l'autofocus de loin que l'autofocus en macro. Un mode où vous activez que l'autofocus de loin, un peu comme on a sur les autres objectifs. Et un mode où on a que les autofocus de près. On a une bague ici d'ouverture qui vous permet d'aller de 2.8 à f22 et évidemment la position automatique en plus. Et comme vous le voyez, on a cette très large bague ici pour faire la mise au point. Et quand on sait à quel point c'est difficile la mise au point en macro, franchement, Fuji nous a gâté avec une bague qui est quand même très large, très souple et très précise. Vraiment quelque chose de très bien. Ensuite, on a cette partie ici qui est un peu donc inhabituelle pour les objectifs. Comme vous pouvez le voir, donc on a ici blablabla super EBC, donc avec des traitements de façon à ce que vous ayez vraiment aucun reflet dans toutes les situations possibles et imaginables. LM, c'est pour linéaire motor, donc vous êtes censé avoir un autofocus linéaire. Bon, bref, on va en reparler de l'autofocus. OIS, c'est pour la stabilisation. WR, il est tropicalisé. Et donc, il fait un diamètre 62. Et il a le symbole macro, signe qu'on a un grossissement 1,1. Voilà. Comme vous voyez, la lentille frontale, elle est un peu petite. Finalement, elle n'est pas si grande que ça. Donc, en tout cas, on a vraiment un bel objet. Voilà, je l'ai mis à côté de ses copains. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, il est là, le XF80. Il est plus gros que le 1655 que beaucoup trouvent énorme. Donc, c'est dire à quel point quand même il est gros. Vous voyez, hein, il dépasse d'un bon 2 cm ici. Et il est aussi beaucoup plus large que le XF90 qui est ici. Donc voilà, un beau bébé. Bon, ici, évidemment, j'ai mis un 50-140 ici. Comme on peut voir, il n'arrive quand même pas à la taille du 50-140. Alors, lorsqu'on le monte sur l'appareil photo, on a un ensemble au début sur un XT20. On en reparlera à la fin de la vidéo, mais sur un XT20, si vous ne mettez pas dans le grip, ça va être un peu compliqué. Comme vous voyez, ça fait un ensemble qui est quand même très long. C'est pas du tout un ensemble compact, hein. On n'est plus du tout dans du compact là. Alors, si vous, moi ici, j'ai le hand grip de chez Fuji, donc le MHG TX10. Franchement, avec le hand grip, on n'a aucun problème pour utiliser ce genre d'objectif. Mais sans le hand grip, c'est vrai que ça peut faire un ensemble qui est tout de suite déséquilibré. Parlons 30 secondes du bruit de ce XF80. Donc déjà, il y a quelque chose qui semble se balader dedans. Donc d'après les forums, c'est les groupes autofocus qui sont, quand c'est alimenté, en fait, ils sont tenus par des moteurs et dès que les moteurs s'arrêtent, ils vont se balader à l'intérieur et c'est le clang qu'on entend qui est parfaitement normal a priori. Quand on l'allume, on a vraiment un bruit électronique, donc je vais vous le faire entendre. Voilà, vous voyez, on va en parler du bruit, mais c'est
pas un objectif qui est très silencieux, c'est même un objectif qui fait pas mal de bruit. Il faut savoir aussi que ce caillou, il pèse 750 grammes. Donc, ça commence à compter quand même. Mais on va dire qu'il pèse pour des bonnes raisons, puisque à l'intérieur, c'est un petit bijou de technologie. Alors, c'est le premier objectif macro de la gamme Fuji avec un vrai rapport de grossissement 1:1. Fuji nous promet un piqué et un bokeh idéal pour des photos de fleurs, de nature, etc. Doté d'un nouveau moteur de stabilisation qui autorise des prises de vue à main levée par réduction de vibrations linéaires, donc sous-entendu des nouvelles technologies. Et au passage, c'est une des premières fois et donc l'unique focale fixe Fujifilm à avoir la stabilisation. Donc hip hip hip, hurrah! Alors, on est sur un objectif qui est tropicalisé, qui est vendu pour fonctionner jusqu'à -10 et même la lentille frontale est traitée pour favoriser l'écoulement de l'eau et des saletés. Donc vraiment quelque chose de haut de gamme. Fuji a mis au point un tout nouveau système de mise au point pour ce XF80 qui utilise un système de mise au point en fait flottant. Et donc on entend cling clang, qui divise en fait les groupes de lentilles entre un groupe d'un côté de mise au point avant et un autre groupe qui est de mise au point arrière. Et en fait il va diriger ces groupes-là en fonction de la distance de prise de vue avec une précision élevée, du moins c'est ce que Fuji promet. Il y a tout un système de rails à l'intérieur. Donc bref, je vais écouter, on va arrêter avec les détails. Mais tout ça pour dire que c'est plein de nouvelles technologies qui sont mises au point par Fuji pour cet objectif. Et ça ne reprend pas les anciennes technologies qui étaient connues et maîtrisées jusque-là. Voilà pour la promesse. En tout cas, maintenant on va commencer par le test. Commençons maintenant par le mode normal de l'objectif, c'est-à-dire la distance de travail normale qui ne soit pas macro. Parlons direct du piqué. Le piqué de cet objectif est purement excellent et ce, dès la plus grande ouverture. C'est sûrement ce qui m'a le plus épaté avec cet objectif, c'est que dès 2.8, c'est topissime. Franchement, vraiment, dès 2.8, on a direct un piqué extraordinaire. Le meilleur piqué, il est atteint plutôt vers les 5.6 et les côtés sont aussi excellents dès le départ. Est-ce que c'est un niveau de piqué jamais vu ? Non, c'est pas forcément jamais vu, du moins j'en ai pas l'impression. C'est égal à ce qui se faisait de mieux avant chez Fujifilm avec d'autres objectifs. Ça marque pas spécialement une révolution. Fujifilm a annoncé avec ses nouvelles technologies avoir franchi encore un cran supérieur. Personnellement, j'en ai pas eu l'impression. La stabilisation, elle est bonne, mais elle n'est pas non plus révolutionnaire. On va atteindre 3 stops, comme à peu près tous les objectifs déjà depuis plusieurs années. Je vous montre un graphique avec les résultats des tests de stabilisation que j'ai pu faire. Et comme vous voyez, en fait, on est à un peu plus de 50% de réussite quand on est à 1/15e de seconde. Et réussir une photo à 1/8e de seconde, ça demande vraiment beaucoup d'essais et un peu de chance. Le bokeh va être agréable et doux. Il est déjà bien prononcé à 2.8 et ça tombe bien parce que le piqué est au rendez-vous à 2.8, donc c'est un objectif qu'on va pouvoir utiliser facilement dès 2.8. Allez, je vous montre rapidement quelques photos. Ici, cette photo-là, je vous l'ai montrée, je vous l'ai faite pour le bokeh principalement. Donc le sac qui fait la taille d'une tête, en gros, c'est quand même un sac qui est assez gros. On voit que malgré son ouverture en 2.8, si on voulait faire un portrait, on a quand même, il n'y a pas énormément de distance entre le sapin et le sac. Donc on a quand même un beau bokeh derrière. En termes de piqué, ici on est à 2.8 et si on zoome à 1.1, comme vous pouvez voir, c'est déjà très piqué. Sincèrement, c'est déjà très piqué. Alors, je vous l'ai dit, la meilleure ouverture pour moi, c'est aux environs de 5.6. On peut voir, donc là, il y a 2.8 à droite et 5.6 à gauche. Vous voyez, on a quasiment du mal à voir vraiment la différence entre les deux. Donc, si on vient zoomer ici à 2 fois, on voit que le guess ici et que les coutures ici sont plus nettes, mais quand même, c'est là qu'on se rend compte que dès la plus grande ouverture, il est vraiment très piqué. Et c'est probablement son atout, je trouve, à cet objectif. Et ensuite, à partir de f11, on va commencer à perdre un peu plus en piqué. Voilà, là on voit, c'est un peu moins piqué déjà dès f11. Alors, une photo que j'ai pu faire qui est pas mal quand même, en termes de piqué. Donc ici, on n'est pas en macro, on est en portrait. Donc on voit la faible profondeur de champ. On voit que l'oreille ici est complètement dans le flou. Donc là, je me suis mis à 100%. On voit les cheveux, là, on pourrait quasiment compter les cheveux. Encore une fois, c'est une photo prise à 2.8. Les cils, c'est pareil. On est capable de compter les cils. On voit absolument tous les détails possibles et imaginables dans les yeux. On voit les veines dans les yeux. On voit les lèvres, toutes les gerçures ici dans les lèvres, etc. On voit toutes les pores de la peau.
Donc il y avait certains commentaires qui disaient à l'époque où ils ont présenté le XF80 qu'il était trop piqué pour faire un portrait et donc pas assez doux. Là c'est vrai qu'avec des photos comme ça on se rend compte à quel point quand même il en a sous le pied pour faire des belles photos de portrait et avoir un énorme piqué. Hop, là c'est pareil, on voit les cheveux, on voit les lunettes. Ici on peut lire Pierre Cardin qui est vraiment en minuscule. On voit que la photo elle est extrêmement précise, hein. Il y en a certains qui pourraient dire que ça vient concurrencer des choses qui ont beaucoup plus de résolution. Alors je ne vous fais pas le test de l'homogénéité au centre, franchement, il y a très peu d'écart entre le centre et le bord. Parlons maintenant de l'autofocus. Et pour l'autofocus, je suis un peu embêté. Je vais être transparent avec vous. Il est souvent irréprochable et rapide. Un très bon autofocus. Mais parfois, je ne sais pas trop pourquoi, il va se mettre à patiner. Et il semble par moments hésiter en fait, il n'y arrive pas trop. Et il peut passer 5-6 secondes à chercher sans jamais trouver comment faire la mise au point. Et c'est un peu bizarre. Alors il faut lui proposer un autre endroit et à ce moment-là il fait la mise au point et il regagne ses esprits. Mais comme j'ai dit en présentation du XF80, il va disposer de deux mécanismes séparés pour faire la mise au point macro ou éloigné. Et en fait, il va passer de l'un à l'autre des mécanismes super rapidement. Ça va marcher plutôt bien, mais des fois, et on ne sait pas trop pourquoi, il n'arrive plus trop à savoir s'il doit aller sur le proche ou sur l'éloigné. Et en fait, il est un peu comme planté, quoi. Bon, enfin, la plupart du temps, quand même, ça marche nickel. Et en basse lumière, l'autofocus, il galère aussi souvent. Mais quand même, il se débrouille pas si mal. Allez, je vous mets une démo de l'autofocus, comme ça tout le monde se rend compte de quoi on parle. Alors ici, je suis en macro, elle est juste à côté de moi, la compote. Et écoutez le bruit de l'autofocus. Vous voyez, c'est pas un objectif avec lequel on pourrait faire de la vidéo. Carrément, il fait carrément trop de bruit. Alors là, je fais des tests de focus proche, focus loin. Vous pouvez vous rendre compte à quel point ça se passe bien. Là en l'occurrence, on est dans une bonne séquence où ça se passe très très bien. Là, je fais, vous voyez, ça répond au quart de tour. L'autofocus est très réactif. On est vraiment dans l'exemple typique de quand ça se passe bien. Et là, vous voyez, déjà, il a été un peu plus long. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, ça se passe bien. Donc là, j'avance avec l'objectif pour voir comment j'atteins le point de rupture, où je suis à moins de 10 cm, donc ça marche plus, c'est normal. Mais vous voyez, il continue de faire la mise au point, tout ça est quand même assez fluide. Et là je suis en AFC depuis tout à l'heure, et ça fonctionne plutôt bien. Là, vous voyez, il s'adapte parfaitement. On est quand même dans les cas où ça fonctionne bien. Et là, on va atteindre un point où ça ne marche plus. Test que j'ai fait 50 fois avant sans aucune difficulté, là je ne sais pas pourquoi. D'un coup, vous voyez, il est planté. Là, j'ai le dos à mi-courbe, je lâche, je rappuie, je lâche, je rappuie, et il galère. Voilà. Donc, il a mis 6-7 secondes à reprendre ses esprits. Et autre exemple, là, c'est pareil. Vous voyez, il met 5-6 secondes pour faire la mise au point. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais. Je suis un peu embêté pour l'autofocus. Je ne vais pas vous dire que c'est très, très mauvais, puisque ce n'est pas le cas. La majorité du temps, il est quand même plutôt bon. Mais il y a quand même une partie du temps où ça galère un peu quand même, ça pompe un peu. Donc c'est comme ça, un autofocus qui est un peu mi-figue, mi-raisin. Souvent très très bon, mais quand il plante quand même pour de bon, puisque vraiment il met vraiment longtemps à trouver la mise au point et des fois il n'y arrive pas du tout. Allez, on va le voir galérer justement. Alors là on est dans une scène que j'ai filmée où la lumière était assez basse. Et on va s'apercevoir que l'objectif quand même il galère. Alors c'est pas toujours comme ça, des fois ça se passe plutôt bien. Là par exemple il fait l'autofocus, mais quand même c'est assez souvent un peu poussif, notamment en basse lumière. Donc là, encore une fois, c'est une vidéo qui est faite en basse lumière. Donc on voit au début, ça marche plutôt bien. Et puis là, d'un coup, il va partir complètement en vrille. Et vous voyez, je suis même capable de le refaire faire plusieurs fois. Donc là encore, il a mis quelques secondes, mais il est arrivé. On va voir même pire que ça. Et là, quand on revient, on ne sait pas pourquoi il perd les pédales. Il était presque sur l'autofocus. Il manquait vraiment pas grand-chose. Et là, voilà, il déraille complètement. Il ne sait plus où il est. Et il est planté. Et là, des fois, on peut attendre des longues secondes. Si vous ne le déplantez pas en allant ailleurs, etc., en recommençant, il ne reprend jamais ses esprits, il n'y arrive pas. Et là, on le voit sur la poubelle, vraiment, il n'y arrive pas. Et là, j'appuie, je rappuie, je lâche, je rappuie, je relâche, je rappuie, je lâche, je rappuie, je lâche, je rappuie. Et malgré tout, il galère, vraiment, il galère. Donc ça, c'est uniquement en basse lumière.
Concernant les autres paramètres, il faut savoir qu'il n'y a pas d'aberration, il n'y a pas de vignotage, il n'y a pas de distorsion et de ce côté-là, les promesses sont entièrement tenues. Bref, somme toute, c'est un excellent objectif et si on s'arrêtait là, je vous le recommanderais. Mais évidemment, son atout principal, c'est son mode macro qui lui permet de faire la mise au point jusqu'au rapport 1:1. Alors, il faut savoir que le rapport 1:1, il est atteint quand on est à peu près à 10 cm ici du sujet. Et donc, à ce moment-là, on est en rapport ce qu'on appelle 100%. C'est-à-dire que le sujet fait la même taille en réel que sur le capteur. L'autofocus reste bon en mode macro avec parfois des phénomènes de pompage. On l'utilisera probablement de façon plus souvent la mise au point manuelle avec ce genre d'objectif en mode macro puisqu'on a une profondeur de champ extrêmement réduite. Et je trouve que la bague étant très confortable, c'est assez agréable de venir faire la mise au point en manuel et c'est très souple, elle est vraiment très précise. Malgré tout, le passage du mode macro au mode normal, il se fait généralement assez correctement et rapidement au niveau de l'autofocus. L'objectif est réactif et il arrive de switcher entre AF normal à AF macro très rapidement et sans qu'on s'en rende compte. Le piqué au mode macro, il est optimal plutôt aux alentours de F8. Le piqué aux grandes ouvertures en mode macro m'a semblé de moins bonne qualité que ce que l'était en mode normal, j'ai envie de dire. On a l'impression qu'en mode normal, on avait vraiment un piqué génial des 2.8. En mode macro, en 2.8, ça reste très bon, mais c'est quand même pas exceptionnel. Et il faut attendre d'ouvrir un tout petit peu plus et même d'attendre F8 pour vraiment avoir le meilleur piqué. Alors, en macro, ce qui est important aussi, c'est le bokeh. Et ici, on est servi puisqu'on a un bokeh qui est très, très doux. Il est vraiment, à mon sens, irréprochable, ce bokeh. Il est vraiment parfait pour mettre en valeur les sujets qu'on photographie. Allez, quelques photos pour le macro. Hop, pour vous montrer le bokeh, vous voyez. Donc là, on a tout de suite un bokeh qui est quand même très prononcé, qui est très très doux, qui est très fluide. Pour mettre en valeur les choses, il n'y a vraiment aucun problème avec cet objectif. C'est du très bon boulot qu'a fait Fuji. Donc le bokeh permet vraiment de mettre en valeur son sujet. Une photo qui s'est un peu perdue, mais on voit encore une fois le bokeh avec un humain cette fois-ci. Je me souvenais plus que j'avais sélectionné cette photo, j'aurais pu la montrer tout à l'heure. Le grossissement 1:1 pour vous montrer sur une pièce de 2 euros, ça donne à peu près ça. Donc vous voyez, le 1:1, ça permet quand même de s'approcher très fort de l'objet. Alors j'ai fait comme d'habitude la montée en piqué. On va comparer rapidement 2.8 à 8 et on va s'apercevoir qu'il y a quand même un écart entre les deux. 2.8 étant à gauche et 8 étant à droite. Donc on s'aperçoit quand même que la photo à 8 ici, elle est beaucoup plus précise. Regardez les étoiles ici, regardez le texte liberté, regardez les feuilles ici. On a quand même quelque chose de vraiment plus piqué à F8 que ce qu'on avait à 2.8. Il y a un écart qui me semble plus marqué, c'est ce que je vous disais, entre le normal et le macro. Malgré tout, à 2.8, on n'a quand même pas un piqué dégueulasse et ça reste parfaitement acceptable. On est un peu plus mou, on le voit ici au niveau des étoiles. Surtout sur les côtés d'ailleurs, c'est les côtés qui sont un tout petit peu en décalage. Mais au centre, on conserve quelque chose qui est quand même assez confortable. Et ça permet évidemment de faire des choses qu'on ne peut pas faire habituellement. Ça vous permet de faire des yeux, regardez-moi là. Cet œil là, c'est quand même magnifique d'arriver à faire ça avec un objectif. Un autre œil, hop. Voilà, n'importe quel objet maintenant est synonyme de faire une photo un peu différente. Donc là, on voit sur des exemples macro. Ici, c'est un arbre. C'est une branche d'un arbre qui suinte. Et j'ai même essayé effectivement les insectes. Et d'ailleurs, quand j'ai fait le test avec les insectes, l'autofocus a plutôt bien réagi. Tout ça, c'est pas mal quand même. En tout cas, tout ça ouvre un champ des possibles qui est inaccessible aux objectifs normaux. On n'a plus besoin d'aller à l'ophtalmo pour faire un fond d'œil avec cet objectif et c'est un objectif créatif qui va vous permettre de faire plein de choses. Par contre, il faut quand même être conscient que vous avez entre les mains un 122 mm équivalent plein format qui est situé à quelques centimètres seulement de sa cible, 10 cm si vous voulez être au rapport 1:1 et forcément vous allez obtenir une profondeur de champ qui n'atteint même pas le millimètre. Autant dire qu'il va falloir être très précis dans sa mise au point et on peut comprendre qu'en mode macro, l'autofocus galère souvent pour faire la mise au point puisque, encore une fois,
elle est inférieure à 1 mm. Donc le moindre tremblement, le moindre micro-mouvement, vous passez la mise au point et votre photo est floue. Donc c'est quand même très compliqué, hein. Alors cet objectif, le XF80, vous pouvez en plus venir le coupler avec le multiplicateur de focale 1.4 et 2.0. Alors, je n'ai pas pu le tester moi avec le TC 2.0 puisque tout simplement je ne l'ai pas. Mais tous les tests que j'ai faits lorsque je l'avais, ils n'étaient pas très bons avec le TC 2.0 et on aboutissait souvent à une perte de piqué et souvent un autofocus qui était complètement aux fraises en plus d'une ouverture très limitée. Alors, je n'ai pas fait le test, mais personnellement, j'ai quand même assez peu de doutes qu'il en serait de même ici. On va voir les résultats tout de suite avec le 1.4, mais quand je vois les résultats avec le 1.4, je n'ai pas de doute qu'avec le 2.0, ça serait pas très bon. En tout cas, couplé avec le 1.4, la première des informations, c'est de savoir que vous avez maintenant un 112 mm f4 dans les mains, soit un 171 mm équivalent plein format. Donc quand même un téléobjectif vraiment d'une longue focale. Ceci va vous permettre d'atteindre un rapport de grossissement encore supérieur au 1.1, je pense, à peu près 40% supplémentaire. Le meilleur piqué, il semble atteindre plutôt vers f11 dans ce cas-là, et il est décalé en fait d'une ouverture par rapport à si vous n'aviez pas le multiplicateur. J'avais dit que tout à l'heure il était plutôt à f8, ben là il est plus 1, comme le multiplicateur vous fait plus 1, ben là le piqué suit aussi. Malgré tout, même avec le multiplicateur, le piqué reste très très bon. Alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, hein, le piqué il est toujours un peu mou à pleine ouverture quand on met ce téléconvertisseur et il va progresser doucement. Par contre, comme vous devez vous en douter, hein, quand on est à f11, on commence à demander clairement de la lumière pour venir exploiter ce multiplicateur, d'autant plus que en ayant une longue focale comme ça, vous avez la profondeur de champ qui est encore plus petite. Donc vous avez quand même intérêt à savoir ce que vous faites. En conclusion, on a quand même affaire à un super objectif qui ne manque vraiment pas d'atouts. Les richesses d'utilisation sont vraiment très nombreuses et on ouvre un champ des possibles au niveau de la photo qui est quand même vraiment un objectif créatif. Je suis persuadé que les gens vont prendre du plaisir à l'utiliser. La stabilisation, elle est unique encore une fois pour une focale fixe chez Fujifilm. Donc on a un piqué excellent dès la pleine ouverture, une stabilisation, un autofocus d'un bon niveau mais pas exempt de défauts. Un mode macro qui est vraiment sympa, il est compatible téléconvertisseur, ça fait quand même une sacrée liste de possibilités. Reste forcément un prix qui est quand même assez élevé, c'est clairement un téléobjectif capable de faire beaucoup de choses, mais il est vendu chèrement par Fujifilm. Il est d'un excellent niveau, mais probablement pas le meilleur si vous cherchez à tout prix la photo de portrait. La faute a une ouverture de 2.8 qui vient lui pénaliser un tout petit peu au niveau du bokeh. Il est par contre excellent pour ce pourquoi il a été fait, c'est-à-dire la nature et le macro. Alors évidemment, hein, impossible de déconseiller un tel objectif, je ne peux que vous le conseiller, mais monter sur un T20 et un XE3, il crée un ensemble qui est parfois un peu déséquilibré et je vais vous recommander fortement l'utilisation d'un hand grip. Sur un XT2, c'est par contre une bonne combinaison et son poids se fait immédiatement oublier dès que vous l'avez en main. L'ensemble est parfaitement équilibré, c'est très agréable d'utilisation. Alors ici, je me suis attaché à faire le test du XF80, rien que le XF80, et pas prendre dans ce test-là le soin de le comparer à tel ou tel objectif. Ça viendra dans une autre vidéo. En tout cas, si vous regardez ce test, à quoi voudriez-vous que je le compare? Dites-le moi en commentaire. Si certaines questions n'ont pas trouvé réponse dans ce test, dites-le moi aussi. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Si vous avez des questions ou des commentaires, je viens de vous le dire, dites-moi à quoi je dois le comparer. Dites-moi s'il y a des questions qui n'ont pas trouvé réponse, ça se passe juste en dessous. Et si vous débarquez sur la chaîne avec cette vidéo, cliquez sur mon visage qui vient de s'afficher, cliquez sur le bouton s'abonner. Juste en bas, vous avez une petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous cliquez sur la cloche, YouTube vous préviendra. Sinon, YouTube ne vous le dira pas, même si vous êtes abonné. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à bientôt sur la chaîne. Salut!